podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une coureuse de trail qui a fait des belles courses, là, dont Arcana 125, UTFS 100 km et plusieurs autres courses. Donc, Jessie Chouinard, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Yes, pareillement, mais merci à toi. Moi, je suis curieux de savoir comment que le sport est arrivé dans ta vie. Bonne question. Au départ, c'est sûr que ça a été un peu forcé par mes parents. On a commencé par m'inscrire au karaté. J'appréciais pas vraiment. J'ai aussi joué au soccer. Puis à un moment donné, j'ai eu la révélation grâce à un prof de 6e année. On a commencé à courir le soir, juste après, dans le fond, à la dernière période. Puis on avait un tour à faire. Mais moi, je continuais toujours à faire plein de tours. Puis par la suite, ben, je me rendais en courant à mes autres sports. Puis j'ai juste continué tout le temps à courir. C'est vraiment ça, mon premier contact, on va dire, avec les sports. Puis c'est ça, je tombais en amour avec le mouvement perpétuel. Puis à ce moment-là, si je comprends bien, tu faisais pas de course officielle, c'était vraiment plus de la course comme ça, là. Oui, exactement. Puis en fait, je demandais aussi à mon père de me déposer à certains endroits pour retourner chez moi à la course. Fait que c'était vraiment plus comme des petits défis ici et là. J'avais pas de monde connecté, j'avais pas d'objectif de temps ou peu importe. Je courais juste pour le plaisir. OK. OK, super ça. Fait que ça continue à te suivre quand même pendant plusieurs années, la course à pied. Oui, c'est ça. Puis c'était aussi un moment où j'étais quand même assez jeune, puis j'étais pas présente sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà des événements de course un peu partout, mais ça me rejoignait pas. Puis à un moment donné, je suis tombée sur une publicité du demi-marathon de Grenouille. Puis là, je me suis dit, OK, il y a d'autres personnes qui courent, qui ont des objectifs. Ça peut être un rassemblement. Puis j'avais demandé ça comme cadeau. Puis j'ai participé à une première course sur route, un petit 5 km. Ça J'avais s'était bien vraiment passé? apprécié. Oui, ça s'était super bien passé. C'était un bel événement. Puis c'était le fun de se rassembler et d'avoir comme un objectif qui était concret. Sans nécessairement l'ancrer dans une idée de performance, mais juste de dire, il y a d'autres personnes qui font ce sport-là puis qui vont quelque part, eux aussi. Ah, super ça. Puis, tu me disais aussi en pré-entrevue que tu t'es mis à faire du hiking, puis la course en trail est arrivée au travers de ça un peu. Oui, mais j'ai dit que j'avais commencé à courir assez jeune. Évidemment, j'avais pas de permis de conduire, j'avais pas de voiture. Puis par la suite, ben, cette étape-là est arrivée dans ma vie. Puis ça apportait une certaine autonomie, une certaine liberté. Puis là, j'étais vraiment en mode découverte des montagnes. Mais je continuais à courir, je continuais mes autres sports, mes autres activités. Donc, j'avais le défi de monter la montagne, mais j'avais la contrainte d'arriver parfois à l'heure. Fait que là, je me disais, ben, je vais descendre la montagne en courant. Puis à un moment donné, ben, de fil en aiguille, j'ai juste continué à agir de cette façon-là, jusqu'à réaliser que ça serait beaucoup plus simple de juste essayer de courir tout le temps, puis que finalement, j'ai rien inventé, c'est un sport qui existe. Puis qu'encore une fois, il y a d'autres personnes qui font ça, puis qu'on peut se rassembler aussi autour de ces événements-là. OK, super. Puis c'est quoi les montagnes marquantes que tu as faites dans cette époque-là? Ben, j'ai commencé par les Montérégiennes. C'était toujours de dire, moi j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est vraiment très plat. Donc, on commence par les plus proches, puis on gagne en confiance, à la fois sur la route, puis dans les montagnes. Puis par la suite, ben, c'était cette idée
de cocher les plus hauts sommets on va dire de la région, puis ensuite de la province. C'est une bonne question, répondre à la plus marquante, mais je pense que quand je suis allée faire la randonnée de l'Acropole des Draveurs au Mont des Érables, je pense, Mhm. j'ai comme eu une révélation sur le type de paysage qu'on pouvait voir. Puis Ouais, ouais, j'avais ouais. aussi une révélation par rapport au type de sentier, parce que j'avais pas nécessairement apprécié le chemin pour me rendre au point de vue, mais j'avais vraiment apprécié l'ensemble, puis c'était comme une façon pour moi de dire, ben, OK, on peut trouver un compromis entre les deux, on peut voir qu'est-ce qu'on n'aime pas, ça peut être un défi, puis c'est correct d'être critique aussi par rapport à ces endroits-là. Ouais, puis l'acropole, là, c'est un des rares sentiers qui commence très technique, puis avec une bonne montée en plus. Oui, Parce, vraiment. parce que souvent, les grandes montagnes, là, il y a comme un accès qui est plus smooth, puis un moment donné, rendu à la fin, ça monte. Mais celle-là, elle monte direct. Fait qu'il y a quand même quelque chose. Je me rappelle que le retour, je l'avais trouvé un peu difficile, la finale. Oui, oui, puis c'était comme t'as pas d'échauffement, puis c'est tellement un point de vue qui est magnifique Mhm. que parfois ça enlève un peu de, de magie ou d'attrait aux autres points de vue. Là, ensuite, ben, c'est comme une progression en tant que randonneuse, puis en tant que coureuse, de dire, ben, on peut aussi sortir un peu plus des sentiers battus, puis aller voir les milieux un peu moins connus, un peu plus isolés, puis si on fait plus de kilomètres, ben, on va pouvoir se rendre là, puis on va pouvoir finalement tous les relier, peut-être éventuellement. Mhm. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que c'est quand même un point de vue qui est vraiment, vraiment marquant, là. Ouais. Sinon, j- les chic-chocs. Mais je pourrais Mhm. pas nommer spécifiquement une montagne. C'est juste, il y a quelque chose avec cet environnement-là qui m'attire vraiment, vraiment beaucoup. Dans mes objectifs de course à long terme, il y aurait aussi l'UTCC 170, mais ça, c'est pour plus tard. Je ne suis pas rendue là encore. OK, OK, super ça. Puis, ça a été quoi la première course en sentier que tu as faite plus officielle? Ma première course en sentier officiel, c'était au BU 55 Quand en même? 2021, je pense. Je m'étais faufilée dans les inscriptions parce que pendant la pandémie, j'avais participé à une backyard en ligne. Euh, Puis ça avait compté comme une course, pas nécessairement qualificative, là, mais je cochais la case du nombre de kilomètres nécessaires pour pouvoir s'inscrire au PU 55. Puis encore une fois, ça avait été une révélation pour moi parce que j'avais jamais pensé être capable de compléter une distance comme ça. Puis quand j'avais commencé à courir en sixième année, ben, je me disais, un jour, je vais compléter un marathon. Et là, je dépassais cet objectif-là en ajoutant la difficulté du terrain, en ajoutant l'environnement qu'on peut pas contrôler. Puis ça m'a juste confirmé finalement que j'étais plus une coureuse de sentier qu'une coureuse sur route, même si par la force des choses, ben, je cours plus sur route. Mhm. Mais, fait que t'as pas. Est-ce que tu as fait un demi-marathon de route avant de faire ça? Oui, oui, oui. J'ai participé à plusieurs demi-marathons sur route. OK, OK. Euh, Puis des 10 kilomètres, des 5 kilomètres. Mais jamais de C'est marathon avant aucun l'ultra. marathon. En fait, ma mère disait tu vas pas courir de tu vas pas courir de marathon parce que c'est trop dangereux pour les articulations. Faut que tu attendes que la croissance soit pleinement terminée et tout ça. Donc, quand j'ai eu la chance, ben, j'ai dit on va courir des ultramarathons à la place. C'est vraiment moins pire, je te jure, fais-moi confiance, c'est une belle expérience. Puis, t'es pas nécessairement d'accord, mais elle me supporte à 100% dans mes beaux projets quand même, là. Mhm. Mais ouais, ça me fait rire un peu cette approche-là parce que j'avais reçu il y a longtemps Lucy Bartholomew sur le podcast, puis elle me disait qu'en Australie, là, ça prend 18 ans pour s'inscrire à un marathon, mais à 16 ans, tu peux faire un ultra-trail de 100 km dans le bois. Mais on gère ça différemment. Encore aujourd'hui, là, je trouve ça vraiment moins pire courir longtemps en trail que courir sur route, là. Je Mhm. sais pas si c'est uniquement mental, mais
on dirait que toute la gestion de l'effort, puis l'envie d'être plus présente aussi dans un environnement qui me ressemble plus, ça Ouais. m'apaise. Ouais, Ça ouais, m'apaise ouais. pas juste l'esprit, là, ça m'apaise le corps aussi. Ben, je suis d'accord avec toi, puis pour avoir fait plusieurs ultras, c'est dur de retourner à la route pour moi parce que c'est beaucoup plus monotone. C'est pas... C'est ça, c'est tellement différent. C'est quand même deux sports qui se ressemblent un peu, mais qui sont quand même assez différents. Oui. Puis je lève mon chapeau aux gens qui s'entraînent pour des marathons, ou n'importe quelle distance sur route, c'est un autre type d'effort, une autre façon de gérer. Puis je me rends compte que je ne serais plus capable de faire ça aujourd'hui. Puis qui ont une discipline qui est vraiment remarquable aussi, là. Mhm, C'est vraiment deux sports complètement différents puis qui sont très impressionnants, chacun à leur façon. mhm. Puis, comment ça s'était passé ton Bromont Ultra 55? Ça? Ah, ça s'était super bien passé. C'était vraiment une très, très belle journée. Euh, il faisait pas trop chaud, il faisait beau. J'étais contente d'être là, mais il y avait quelques personnes que je connaissais. C'était vraiment comme une grande fête. Puis je me rappelle avoir douté quelques semaines avant l'événement. Je me disais, est-ce que, est-ce que c'est ma place? Est-ce que je fit là? Puis quand j'ai passé la ligne d'arrivée, ben, il n'y en avait plus de doute. Je Hmm. fitais dans le décor, puis c'était correct. Puis, ouais, genre, j'ai vraiment des très beaux souvenirs de cette course-là. C'est comme si, à ce moment-là, mon identité de coureuse en trail, c'était comme concrétisée, là. Mhm. J'avais quelque chose pour dire, ben, voici ce qui m'intéresse, voici ce que je suis capable de faire. On verra la suite, mais j'ai coché quelque chose d'important dans ma vie. Mhm. Si je peux revenir sur un élément, c'est ma nutrition. J'avais bien compris la consigne que c'était important de s'alimenter, mais j'ai mangé des petites barres exactes aux fraises pendant 8 heures. Et ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à réintégrer les petites barres exactes aux fraises dans mon alimentation de course parce Mhm. que j'étais vraiment complètement dosée des petites barres, là. La texture, l'odeur, le bruit du papier. Mais je les avais toutes mangées. Toutes Ouais. mangées. Mais pour vrai, moi, il y a une nutritionniste sportive qui avait dit ça un moment donné sur le podcast, puis elle a raison. Elle dit faut varier parce que sinon, une fois que tu as brûlé une chose, ben là, c'est tellement dur de revenir. Puis là, Mhm. après qu'elle ait dit ça, j'ai fait ah, c'est vrai qu'il y a des affaires que j'ai brûlées, moi, que je suis plus capable de manger. C'est ça. Ben, je suis très satisfaite d'avoir eu ma leçon dans mes débuts de course en sentier. Mhm. Ensuite, ben, j'ai plus jamais refait l'erreur de partir avec, on va dire, une seule saveur de petites barres, Ouais, ouais, ouais. OK, super ça. Mais je te comprends tellement aussi ton truc que tu parlais d'identité de doute là, parce que ça vient, je pense, avec le sport. Là. Moi, je me rappelle les premiers ultras, je voyais du monde qui ont terminé des 100 miles sur la ligne de départ, puis j'étais, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai pas rapport là. Mais Ah ouais. une fois que tu finis, tout le monde est tellement cool, puis c'est tellement une belle ambiance là. Oui, exact. Puis il y a de la place pour tout le monde. C'est pas une question d'apparence, c'est pas 100% une question de performance. C'est plus, je me permets l'anglicisme, mais une question de vibe, une question Mhm. d'expérience. Oui, on a des défis qui sont différents, mais au final, on s'en va avec nous-mêmes sur le sentier pendant bien longtemps. Puis on apprécie ça. Puis ensuite, ben, on a des moments où nos défis se recroisent. Puis c'est la beauté de l'expérience entre elles, de faire des rencontres, puis de partager ces rencontres-là aussi. Mhm. Ouais, puis les gens sont tellement sympathiques et bienveillants un envers l'autre, là. Je trouve ça assez magique, là. Oui, parce qu'à mon deuxième ultra, j'ai participé à l'Ultra Trail des Chic-Chocs, qui offrait le 63 km à ce moment-là, avec 3500 mètres de plus. À un moment donné, j'étais vraiment tannée mentalement. Comme physiquement, ça allait super bien, mais je n'étais pas préparée à un effort qui allait durer aussi longtemps.
Puis, il y avait des gens qui participaient à un 113 km à ce moment-là, qui m'ont juste dit, embarque dans notre petit train, regarde nos talons, suis-nous, ça va bien aller. Ils m'ont pas posé de questions autres que est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es correct? T'as-tu tout? Ils m'ont juste dit, regarde, suis les talons, ça va bien aller. Puis j'ai trouvé à ce moment-là que ça pouvait aussi résumer l'esprit trail. C'est-à-dire, on pose pas de questions, on fait juste être ensemble sur le sentier, puis on a l'objectif commun de se rendre au bout. Ensuite, on verra si on partage plus, mais c'était tellement simple, beau. Ça m'a vraiment marqué, ça aussi. Mhm. Fait que ça s'était quand même bien passé, cette course-là, ou? Oui, c'était assez similaire à ma première expérience de BU. J'avais diversifié ma nutrition. Le petit enjeu qui s'était passé, c'est qu'il faisait extrêmement chaud cette journée-là. Euh, donc, je tentais de bien m'hydrater, de bien m'alimenter, mais pas mal tout le monde avait été pris par surprise au niveau de la température, autant l'organisation que les participants. Donc, il fallait lever le pied, il fallait être en mesure de se gérer dans un territoire qui peut devenir très, très rapidement hostile finalement. Mhm. Et ça aussi, c'était une course qui était très révélatrice pour moi parce que, ben, sans rien enlever au BU, mais j'aime plus les environnements qui sont éloignés, qui sont très rocailleux, qui nous emmènent finalement dans les profondeurs de nous-mêmes aussi. Que, par la suite, ben, j'essaie de faire des choix de courses qui peuvent ressembler un peu à ces conditions-là, mais il n'y a rien qui peut égaler au chic-choc quand même. Mhm. Ouais, puis je comprends vraiment ce que tu dis parce que le Bromont Ultra, c'est tellement le meilleur premier ultra que je suggère peut-être à n'importe quel nouveau coureur de trail. Puis c'est un ancien coureur qui m'avait dit ça. Il dit, tu sais, si t'as un problème, t'es tout le temps à 2 minutes de la route. T'es Mhm. à, ben pas 2 minutes, excuse, 2 kilomètres. Il y a tout le temps des accès, tu sais. Fait que ça peut pas tellement mal se passer, là. Ouais. Mais au Chic Choc, si tu tournes une cheville entre deux ravitaux de 15 km, ben c'est peut-être plus compliqué de sortir de là, là. Juste un peu. Mais en même temps, le BU, ça peut tellement devenir un défi mental parce que tu sais que tu peux sortir facilement. Donc, il faut Ouais. que tu fasses le choix, il faut que tu assumes le choix de la difficulté. Puis, c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment beau dans les ultras. Donc, j'aborde un peu mes défis de cette manière-là. Tu sais, j'ai choisi d'être là. Mhm. Des fois, je regrette un peu pendant, mais j'ai choisi d'être là. Donc, il faut que je m'amuse, il faut que j'ai quelque chose à raconter, il faut que ça m'apporte quelque chose de positif au final. Mhm. Et mon père dit tout le temps, si tu fais rien, il t'arrive rien. Et s'il t'arrive rien, ben, t'as rien à raconter. Donc, j'apporte ça dans ma veste de trail. Puis je me dis, bon, ben, si ça va mal, ça va super bien se raconter, au moins. On va pouvoir en rire, on va avoir une expérience, on va grandir avec ça, puis peut-être qu'on le fera plus jamais. Ouais, puis j'ai une amie à moi qui disait les pires sorties de trail font les meilleures anecdotes. Oui, oui, je suis 100% d'accord avec ça. Puis moi, j'en ai une vieille anecdote légendaire que j'étais allé au Mont Washington avec mon ami, puis on savait même pas ce qu'on faisait là. On s'est perdu, tu sais, puis on en rit encore 15 ans plus tard, là, mais c'était pathétique, là. Ben, c'est ça. Des fois, il faut sortir aussi de notre territoire habituel pour vivre des expériences comme ça, puis en tirer des leçons. Ouais. Ouais. Ok, super. Fait que quelle autre course que t'as faite aussi? Je sais que t'as fait l'UTFS, entre autres. Oui, c'était dans la suite logique. Donc, on a fait un 55. L'année suivante, on a fait un 63-65. On a combiné ça avec le 55 au BU. Puis là, je me disais, ah, OK, on fait un 100 km. Donc, j'ai vu l'annonce pour l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay. Je me suis pas Puis posé de en questions. 2023, c'était-tu la première édition? Oui, c'était la première Il me semble édition. que oui, hein, ouais. Oui, 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 oui.
qui était, pour vrai, super bien réussi. J'avais peur, justement, de participer à un premier 100 km de première édition, mais justement, c'était super organique. Les bénévoles, c'était leur première expérience. On voyait l'espèce de, je peux pas dire une naïveté, mais eux aussi étaient en mode découverte. Puis c'était beau de les voir s'impliquer de cette manière-là, puis de tenter de répondre à certains besoins. Puis j'avais oublié mon sirop d'érable avant ma course. Et là, il y avait un bénévole qui a dit, ben, attends, je vais appeler ma tante, elle habite à 1 kilomètre, elle a une érablière, va cogner chez elle, tu pourras acheter ton sirop d'érable. Puis là, on a fait ça avec ma famille. Elle nous a accueillis, elle nous a montré où le sirop était fait, elle nous a fait goûter des échantillons, puis elle nous a vendu son sirop dans un pot de Cheez Whiz. Puis c'est le meilleur sirop que j'ai jamais eu. Quand j'ai eu mon petit creux au milieu de course, puis que j'ai pris mon sirop, là, ça m'a ravivé. J'étais ravigotée complètement. Puis je suis partie à courir. Puis je dis, bon, ben, on est ici pour l'aventure. Aïe, aïe, c'est cool ça. Ouais. Ouais, puis Mais, j'ai entendu quelque chose que les locales, là, je vais le découvrir cette année, mais j'ai entendu que la vibe locale, puis que les gens qui s'impliquent, les bénévoles, sont vraiment cool. ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est. J'ai pas retrouvé ça dans mes autres courses. C'est sûr que je participe à peu d'événements comparativement à d'autres personnes, mais j'ai pas vu quelque chose qui pouvait s'apparenter à ça, tant dans les courses sur route que dans les autres courses entre elles. Puis je pense que ça contribue vraiment à améliorer l'expérience générale des Mhm. coureurs, des coureurs-coureuses à cet événement-là, parce que, tu sais, on voit à quel point l'expérience, ça peut être partagée par la communauté, puis momentanément, on appartient à cette communauté-là. Mhm. Puis ça fait juste des souvenirs de plus, des expériences de plus dans notre veste de trail. Ouais, ouais. Je me souviens plus si c'est le club de 4 roues ou de skidoo là, qui ont un ravitaillement qui est assez épique, ça a l'air, là. Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, je sais pas non plus c'est quoi exactement Je le, pense que c'est le, le 4 roues, mais je club. suis pas sûr, là. Je pense que Ouais. c'est ça aussi, mais c'est sûr que arriver à ce ravito-là, ça devient un moment, on va dire, critique dans la course parce que donc, comme 80 km de fait. Puis quand tu repars de là, tu commences à remonter vers le mont Édouard. On dirait une montée qui finit jamais d'ailleurs. Mais c'est comme si tu avais un changement qui s'opérait à ce moment-là. Fait que c'est toute la belle énergie, ils sont tellement contents, c'est bien décoré, c'est super festif. On a l'impression d'arriver dans un gros party. Puis en 2025, ben, il y avait de la poutine qui était offerte Mhm. avec la tarte au bleuet, avec tout le reste. Donc, ça fait vraiment inusité. Tu t'attends pas à ça, mais pas du tout. Donc, mets ça entre les mains, on te dit que ça va bien aller, puis toi, tu hoches la tête, puis tu te dis, ah, et ça va bien aller, ok, on continue. Fait que, comment ça s'est passé ton expérience overall en 2023? En 2023, ben, assez bien. Je suis peut-être trop optimiste, en fait. Je dis tout le temps que mes courses vont bien, mais je, je- j'étais super contente. J'avais fait des belles rencontres aussi pendant cette course-là. Puis il y a une de ces rencontres-là qui, on va dire, a entraîné une belle amitié à distance. Et c'est parce que à 5 km de l'arrivée, je me suis perdue sur le sommet du mont Édouard. Tout allait bien. Puis là, à un moment donné, je voyais plus de petits drapeaux. Puis là, je me suis dit, bon, on va prendre un instant, on va s'arrêter, c'était la nuit, on va regarder autour, on va regarder la carte, on va essayer de retrouver le moment où on a vu le dernier petit drapeau rose. Mais finalement, je n'ai jamais vu ce dernier petit drapeau rose-là. Donc, je me suis dit, on ne va pas paniquer, tout va bien, on voit les lumières en bas, c'est là qu'on doit se rendre. Si jamais ça va mal, je piquerai au travers. Mais on n'est pas rendu là, il faut terminer la course. Donc, j'ai pris le numéro d'urgence sur le dossard. On m'a répondu très, très rapidement. Et là, on m'a demandé j'étais où. J'ai dit, ben,
je suis quelque part. Je sais pas je suis où, mais je suis pas trop loin du parcours. Et là, bon, je tente d'envoyer une capture d'écran de ma localisation. Je tente de dire quelle pancarte je vois sur le top du Mont-Édouard. Puis là, la personne me dit, bon, ben, laissez-moi un instant, là, je vais vous passer l'organisateur. L'organisateur prend le téléphone et me dit, ben, je sais pas, t'es où? Et là, je dis, oh non, là, ça va vraiment mal, là. Moi, j'étais remplie d'espoir, j'étais encore en forme, j'avais toute la confiance du monde de terminer ma course. Je viens de courir 95 km, je vais bien, c'est pas vrai qu'on va arrêter ma course parce qu'on sait pas je suis où, là. Fait qu'il dit, bon, ben, je m'en viens, là, on va essayer de se crier après, de se siffler après pour se retrouver. T'allumeras ta lumière, je vais te rappeler, tout ça. Fait que finalement, on s'est retrouvés, je sais pas trop où, mais on s'est retrouvés. Et au moment de se séparer, l'organisateur et moi, Raphaël Marchand, qui est super sympathique, ben, j'ai croisé Samuel Lacroix. Et on a terminé la course ensemble, puis on a maintenu nos contacts au travers des années. Puis là, je lui avais dit, ben, moi, je suis vraiment pas bonne en montée. Peux-tu m'aider à terminer la dernière montée? Moi, je vais t'aider à descendre. C'est ma force, tu me feras confiance, ça va bien aller. Et effectivement, tout le reste de notre course s'est super bien passé. On a pu affronter les derniers kilomètres avec succès. Puis on est arrivé là, super joyeux. C'est comme si on avait finalement pas couru 100 km juste avant de franchir la ligne. Fait que je pense que avec du recul, ben, c'est ce que je me souviens le plus de mon 100 km, de mon premier 100 km là-bas. Ah, ben, félicitations. Et bon, au dernier ravito, j'ai croisé un homme avec une barbe. J'ai jamais su son nom, mais en 2025, en reparticipant, il est encore à la même place et lui m'a reconnu. Ah Donc, je ouais. pense que ça montre vraiment comment les gens sont investis dans l'événement puis qu'ils apportent finalement une couleur qui est vraiment très, très spécifique puis très appréciée aussi. Mais écoute, je veux faire du push sur ce que tu as dit. Samuel Lacroix et Raphaël Marchand, c'est deux super chic types que j'ai reçus sur le podcast, Ouais, puis j'approuve. ouais, vraiment. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment, j'ai pas de mots, mais vraiment marquant de voir que, tu sais, on s'est croisés le temps d'un instant dans une course, puis on a maintenu des contacts, on s'est croisés ici et là, tout simplement. Puis pourtant, ben, on prend tout le temps des nouvelles, on veut savoir c'est quoi les projets, on est investi dans la progression, puis dans aussi les productions. Moi, j'écris les textes, il lit mes textes, il réagit, moi, je regarde ses vidéos, puis je les apprécie, puis c'est, ça fait partie finalement de ce qui reste d'une course. Puis Mhm. je trouve ça vraiment beau parce que ben, dans tout ça, on n'a pas parlé de temps. On a juste parlé d'expérience, de moments, de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est des humains qui courent en sentier. Mhm. Puis je suis d'accord avec toi, moi, à chaque ultra que j'ai fait, il y a tout le temps eu au moins une rencontre marquante. Mm. Tu sais, il y a des rencontres qui perdurent, puis il y en a, c'était bon, c'était une rencontre de la course, tu sais. Ouais. C'est pas nécessairement toujours une amitié qui va perdurer, mais oui, il y a beaucoup de gens vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de beaux humains que j'ai rencontrés pendant ces courses-là, là. Ouais. Mais oui, parce qu'on a tous la même, pas nécessairement la même, mais on a tous une vulnérabilité qui est présente sur les sentiers, puis on peut pas la masquer. On est Mhm. dans qu'est-ce qu'il y a de plus élémentaire. On est tous concentrés sur juste avancer. Parfois, c'est un peu plus près de la survie, mais on est dans l'instant présent. Il n'y a rien d'autre qui compte à ce moment-là. C'est, c'est vraiment très beau. C'est violent, mais c'est doux en même temps. Mhm. Super, ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme course? Je sais qu'il y a, ben, Arikana, ça c'était 2025. 2024. Oui, Ouais. 2024.
en 2024. OK. Donc là, toujours dans la suite logique d'augmenter les distances, de donner un peu plus de défis, je me suis dit, bon, ben, Arcana, tout le monde en parle. Si je fais le 125, je vais avoir l'expérience complète. On est rendu là. Donc, j'ai fait le 125. Puis j'ai eu l'expérience complète, extra complète même. Comment ça s'est passé? Ah, la salle, le chaos total. Mais un chaos joyeux, par exemple. Euh, Ma famille était présente avec des chandails en plus pour m'encourager, comme une vraie équipe, là, comme un vrai de vrai crew. Pas qu'il avait jamais été crew avant, mais là, il était préparé avec des cloches, avec des mains qui tapent, tout ça. Fait que juste ça, c'était très beau. C'était comme une sortie familiale de venir à mon événement qui était mon cadeau de Noël. Euh, j'ai commencé la course en me disant moi, je suis plus une coureuse du soir, de l'après-midi, un départ à 13h, ça va m'aider. Mm-hmm. Mais ça va peut-être pas tant aider parce qu'à partir du kilomètre 22, j'ai commencé à être malade. Mais c'était pas la première fois. J'avais vécu ça à l'UTFS, j'avais vécu ça un peu à l'UTCC aussi. Puis je me disais, ben, un défi de plus, quelque chose à raconter. Euh, mais ça a continué jusqu'au kilomètre 108. Ouf. Puis quand on parle de rencontres, ben c'est sûr que quand on prend des petites pauses pour expulser, ben ça entraîne des belles rencontres aussi. Là. Il y avait une belle solidarité à savoir si j'étais correcte. Euh, puis aussi de s'encourager et de continuer tout ça. J'ai complété la course. J'étais très satisfaite à ce moment-là de ma performance aussi. J'ai apprécié les paysages, j'ai apprécié courir une nuit complète. Puis j'ai apprécié aussi, ça va être un peu drôle à dire, mais je pensais jamais dans ma vie de dépasser 24 heures en mouvement. Puis comme Mm-hmm. ma course s'était pas très bien déroulée, ben, j'ai dépassé la barrière des 24 heures. Puis c'était différent, c'était pas quelque chose que je m'étais imaginé faire aussi. Fait que je me mets tout ça dans mes beaux souvenirs. Euh, Mais c'est ça. Il y avait de la gestion que j'aurais pu améliorer aussi là, dans cette course-là, que ce soit la nutrition ou encore les indications que j'ai données à mon crew. Parce que j'avais préparé un beau cartable avec toutes les indications pour se rendre au ravito et tout ça. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon crew a pas été là à mon passage de nuit. Donc, j'ai vraiment affronté la nuit seule. J'ai eu, quand je disais l'expérience complète, c'est extra complète, isolée, en pleine forêt charlevoisienne. Mais j'étais là pour ça. Fait que j'étais bien contente. Mm-hmm. Ah, ben, félicitations, là, malgré félicitations pour ta résilience d'avoir passé au travers de cette course-là. Ouais. Et, tu sais, ça m'avait marqué parce que durant les différents échanges avec les autres personnes qui participaient, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit ah là, moi, ça fait 3 fois que je vomis, là, c'est terminé. J'abandonne ici, là. Je vais pas continuer comme ça. Moi, j'étais comme, ah, 3 fois? 3 fois? J'ai fait ça kilomètre 22, 23, 24. Là, on est rendu à 89. Donc, j'avais pas calculé, là, mais c'est juste pour dire que on a des façons différentes de gérer, puis que, ben, moi, j'avais gardé ça avec une pointe d'humour en me disant, oh là là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvée dans la situation où j'aurais considéré un abandon. Puis ça m'a Mm-hmm. amené à me questionner aussi, à savoir quel défi ça représente, quel enjeu, puis ça m'a apporté une certaine sagesse aussi, de dire que parfois c'est vraiment plus difficile d'abandonner que de continuer. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Tu Chose y as que pas. j'aurais peut-être dû faire. Mais tu y as pas songé à abandonner? Absolument jamais. Moi, j'avais une seule chose à faire pendant cette course-là, c'était de m'avancer et de trouver du plaisir parfois dans cette difficulté
possibilité-là, mais jamais j'ai pensé à abandonner. En fait, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui montrait un désir d'abandonner, ben, je m'assurais que la personne était correcte, puis ensuite, je m'en éloignais. Puis je me disais, je ne dois pas me faire contaminer. T'es correct? Super, bye. On se reverra on se reverra comme, pas nécessairement à l'arrivée, là, mais là où, au rassemblement, finalement. Mhm. Fait que non, c'est sûr que j'ai pas été confrontée à ça encore. Puis j'apprécie avoir été témoin des expériences comme ça, puis entendre les différentes histoires, parce que c'est sûr qu'à un moment ou un autre, ben, ça va m'arriver. Puis je vais être un peu plus outillée pour savoir comment me gérer par rapport à ça. Mhm. Parce que comme j'ai dit, ben, toutes ces réflexions-là, puis ces contacts-là avec les nombreuses personnes qui abandonnaient, ben, ça m'a amené à réfléchir, ça m'a amené à me dire, ben, toi aussi, un jour, là, ça va être ça. Là. Tu peux pas percevoir ça négativement. C'est pas juste du négatif. Parce que ça pourrait être une belle solution à envisager. Ouais, puis ça vient quand même avec une part de gambling un peu, plus qu'on allonge les Mhm. distances, là. Ouais, ouais, ouais. Sur Arcana 125, j'en avais aucune idée, mais le taux d'abandon est quand même autour des 50%. Puis ça se joue beaucoup au ravito du Coyote, qui est autour du 80e kilomètre. Puis dans mes indications à mon crew, j'avais écrit si jamais je doute, vous devez me dire ta gueule puis avance. Donc, c'est ça ma préparation à un éventuel doute d'abandon. Pas plus que ça. Donc Ouais, aujourd'hui, mais j'ai d'autres consignes qui ont été inscrites dans mes petits cahiers, mais j'espère quand même ne jamais devoir les employer. OK. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi, moi. Ah, les consignes? Oui. Ah ben là, maintenant, il ne faut pas en parler. Je ne veux pas m'attirer de malheur. OK. OK, Non, mais ça parfait. serait en fait de me questionner à savoir c'est quoi pas nécessairement les pour et les contre, mais qu'est-ce qui motive un abandon? Est-ce que c'est parce que c'est momentané? Est-ce que c'est parce qu'on n'atteint pas un certain critère de performance? Exemple, on s'était dit qu'on passerait le ravito à telle heure, puis là, on n'est pas dans les heures qu'on a dit. Est-ce que c'est une contrainte physique? Est-ce que c'est lié à la santé? En fait, la question, ce serait de dire, est-ce que quand je vais avoir pris cette décision-là, je vais encore aimer la course et je vais vouloir recommencer? Parce que dans tout mon parcours de coureuse, ben, ça a toujours été ça, on va dire, le nœud, de dire, ben, demain, je dois encore aimer courir parce que je crois à la longévité du sport, puis mon amour pour la course, ben, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Mhm. Ensuite, de collectionner les distances ou les performances ou les expériences, ben, c'est quelque chose qui peut venir peut-être améliorer cet amour-là, peut-être lui donner un peu plus de vigueur, mais ça ne doit pas être spécifiquement lié à ça parce que ben, moi, je me vois courir pour toute ma vie, puis un jour, ben, je vais devoir vivre un peu l'effet inverse, de dire, ben, je diminue les distances, je revis des expériences qui sont cette fois-ci déjà connues, je revois des environnements, je revois et autres. Donc, pour moi, ben, c'est de dire, demain, j'ai envie de recommencer. Mhm. Ouais, mais c'est très mature comme réflexion pour vrai. Puis moi aussi, je me suis déjà posé cette question-là parce que je perçois courir dans encore 20 30 ans, Mhm. tu sais. Fait que des fois, je me questionne sur le millage ou l'impact que je mets sur mon corps pour justement pouvoir perdurer, tu sais. Mhm. Puis c'est à plus, dans une échelle un peu moins axée sur les événements, ben, je me dis sensiblement la même chose quand je prévois mes blocs d'entraînement ou quand je vais faire des sorties même.
Puis à un moment donné, ben si la longue sortie me tente absolument pas, ben pourquoi est-ce qu'elle ne me tente pas? Est-ce que, encore une fois, c'est physique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est la fatigue? Qu'est-ce qui se passe pour que ça me tente pas? Puis on va s'intéresser à cette cause-là pour que demain, ça me tente. Ouais, clairement, ouais. Ou dans 2, 3 jours, une semaine, peu importe. Mais je trouve que c'est important de préserver cet élément-là de la course parce que finalement, pas que j'ai pas d'identité sans la course, mais j'ai grandi avec la course. J'ai appris à me découvrir avec la course. J'ai façonné ma vie, en quelque sorte, grâce à la course, pas par la course. Mais il faut que ça reste. Ça m'apporte tellement de positif que je peux pas laisser ça partir pour quelque chose qui est éphémère, comme un événement ou comme un entraînement. Ouais, mais oui, je suis tellement d'accord avec toi. Puis je me rappelle, je m'étais fait inviter sur un podcast, puis j'avais dit, c'est la course à pied, pour moi, c'est la plus longue relation d'amour que j'ai dans ma vie. Ouais, Fait que je veux continuer à l'alimenter positivement. exactement. Puis des fois, dans la course, on va dans le pire de soi-même, mais c'est ensuite pour offrir le meilleur de soi-même, pour Mhm. s'améliorer. Puis en s'améliorant, ben, on donne beaucoup aussi aux gens qui sont dans nos vies. Mhm. Donc, Clairement, clairement, moi, ouais. ça m'a tellement transformé, ça fait tellement un meilleur humain de moi de faire du sport, là. Ça pourrait être Mhm. autre chose que la course, mais ça a tombé que c'est la course, là, Ouais, la majorité du temps, puis ça fait vraiment de moi un meilleur humain, là. c'est ça. Puis ensuite, ben, on est capable de le transposer dans d'autres éléments. Donc, c'est sûr que si un jour je perds la flamme pour la course puis que je me sens bien avec ça, ben je serai en paix aussi. Là. Je ne vais pas m'en faire une contrainte non plus, mais voilà, je pense que ça reste comme une façon d'avoir une relation saine avec des sports qui sont parfois extrêmes. Mhm. Ouais, c'est très, très mature comme réflexion. Puis moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça a transformé pour toi, la course à pied dans ta vie? Oh, bonne question. Et j'aurais envie de dire tout. Ça a apporté un grand équilibre. Euh, parce que, ben, un grand équilibre, parce que on doit être capable de gérer les différentes facettes de sa vie, de concilier, bon, le travail, les études, puis ensuite, bon, la vie professionnelle, de jongler avec le stress, avec soi-même, avec les autres. Euh, mais ça apporte surtout, je pense, de la discipline Mhm. qui ne dépend que de nous, ou presque. Euh, dont certaines personnes ont besoin d'un coach ou d'une autre personne guide qui va leur dire ben, fais ci, fais ça, suis le programme. Mais la décision vient quand même de chaque personne de dire ben, je choisis l'entraînement, je choisis quelque chose qui est difficile, qui est pas spécifiquement nécessaire dans la vie, et je le fais, et je recommence, et je vivrai des échecs et des réussites, et je continue. Et par la suite, ben, on arrive à une forme de résilience, de connaissance de soi, de gestion, finalement, toutes des caractéristiques qui sont ben, des compétences qui sont super nécessaires dans la vie courante. Mhm. Puis aussi, ben, à un moment donné, ça prend de la patience, ça prend aussi je cherche le mot, là, mais de la patience, puis de l'empathie aussi envers soi-même, dans le sens où on a Ouais, beau oui. travailler fort, mais parfois on va pas voir les résultats, puis ça veut pas pour autant dire qu'on mérite pas des encouragements ou qu'on mérite pas d'être fier de soi-même, justement parce Mhm. qu'on aura eu discipline, parce on aurait fait preuve de persévérance. Donc finalement, tout ça se recoupe à un moment ou un autre. Mhm. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je rajouterais, au plan personnel, je rajouterais, personnellement, moi, il y a la confiance en soi puis Oui, l'estime qui m'a oui, beaucoup
aidé parce que confiance, quand je fais de la course à pied, je suis dans l'action, puis il y a beaucoup de choses que je me Ouais, rends compte que je suis meilleur que je m'imaginais peut-être, ou que ben oui, quand tu es dans absolument. l'action. Puis Ouais, de dire. l'estime, excuse, vas-y. Ben, de dire, on doute un peu, on revient un peu à l'identité ou de dire est-ce que je Mhm. fit sur la ligne de départ? Ben, on a eu le doute, puis on voit qu'on a été capable de passer au travers des épreuves ou des épreuves d'endurance, puis finalement, ça mène à une fierté, puis à une confiance, de dire ben, je l'ai fait une fois, je peux recommencer, puis ça va peut-être bien aller. Ouais, ben, ou même des fois, c'est pas mauvais de prévoir que ça va mal aller un moment donné, mais Ouais. on va passer au travers. Puis, ouais, c'est ça, la confiance, moi, ça a beaucoup été quelque chose de la course à pied, mais l'estime aussi, parce que, tu sais, qu'est-ce que tu disais, moi, j'appelle ça de la bienveillance envers moi, parce que c'est très positif pour moi de me tenir en santé, puis de Mhm. faire du sport, puis l'estime aussi, parce que, tu sais, tu parlais de l'identité tantôt. C'est quand même beaucoup relié à l'estime, mais il y a quelque chose que. Comment je l'amènerais? Ben, je pense que c'est ça, oui, de faire quelque chose de bon pour moi, ça nourrit quelque chose, puis on dirait que ça alimente mon amour propre pour moi. Voilà. Ouais. Quand c'est positif, on aime ça. Il faut qu'on soit capable de faire fleurir quelque chose. J'aime Mhm. le dire comme ça. Super. Puis, est-ce que la course, ça continue aussi à alimenter, à transformer positivement? Oui, absolument. Parce que, ben, comme j'ai dit, à- je me vois courir à très, très long terme. Mhm. Puis, ça devient une façon de dire, ben, la vie change, mais on peut aussi toujours revenir à l'essentiel. Puis Ouais. l'essentiel, c'est se dire, ben, moi, dans ces différentes situations-là, comment je vais être capable de les gérer. Puis là, ben, on revient à toutes les caractéristiques qu'on a énumérées, puis on se dit finalement qu'on va être capable de passer au travers, puis qu'on est des personnes qui sont toujours en transformation, toujours en train d'avancer. Puis ça, c'est quelque chose qui est un peu mon mantra de course. Tant qu'on avance, ça va bien. Mhm. Donc, je le vois vraiment de cette manière-là, de dire, ben, la course, c'est un très, très long processus, j'en fais partie, je l'alimente, il m'alimente. C'est comme un super beau cercle, Mhm. sans savoir c'est quoi la suite. Il y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant, qui est le fait que j'apprécie mon corps, pas pour son apparence, mais pour qu'est-ce qui est capable de euh, me faire vivre comme expérience. Ça, Mhm. ça n'a pas de prix. C'est de dire, je donne beaucoup à mon corps, puis lui, il me rend l'appareil en me permettant de faire une activité que j'aime inconditionnellement. C'est une Mhm. énorme chance. Ça me permet de vraiment l'apprécier, puis de dire, OK, peut-être aujourd'hui, j'ai trouvé que, bon, j'avais des grosses cuisses, mais mes grosses cuisses, là, elles me permettent de vivre des 100 kilomètres, puis de marcher sans trop être raqué après, puis de recommencer, puis de pas me blesser, puis d'avoir du plaisir, puis telle affaire tout le temps. Mhm. Ben, c'est intéressant que tu Ça dises ça. aussi, C'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que moi, je suis quand même dans gratitude d'avoir trouvé une passion. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens, puis là, je veux pas juger les gens, mais il y en a mettons, ils compensent pour le travail parce qu'ils n'ont jamais trouvé de passion ou, tu sais, peu importe qu'est-ce que c'est comme comportement, c'est pas important, mais je veux dire, moi, j'ai quand même eu la chance de trouver un sport qui me passionne, qui fait de moi un meilleur être humain, puis ça aussi, c'est quelque chose, des fois, j'essaie de me rappeler en vieillissant que c'est magique d'avoir découvert cette passion-là qui a vraiment transformé ma vie, là. oui. Puis parfois, on complexifie beaucoup notre sport, mais Mhm.
je pense qu'il n'y a rien qui peut me rendre aussi heureuse que de courir sur mon même trajet qui traverse le pont avec un coucher de soleil. C'est Mhm. tellement simple. Ça fait toute ma vie que je passe sur le même pont avec sensiblement des couchers de soleil très similaires, mais c'est pas grave. Ce moment-là, il est comme figé dans le il est comme figé dans le temps. Il m'apporte dans un autre univers. Je suis sortie, puis là, je vois les gens dans leur véhicule qui sont un peu coincés dans le trafic, qui ont la tête pleine. Puis moi, à cet instant-là, là, je fais rien d'autre que de courir sur le pont avec le coucher de soleil. Mhm. Ça fait un peu quétaine, mais ça explique tout le reste. Puis parfois, ben, ça va être un peu plus extraordinaire. Ça va être de croiser un orignal en plein milieu de la forêt gaspésienne ou de croiser je ne sais trop quel autre animal à Chibougamau, mais ça reste que on a comme ce pouvoir-là de se créer des instants magiques avec pas grand-chose. Mhm. Clairement. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, je suis curieux de savoir, toi, tu sais, en perdurant dans la course à pied, là, qu'est-ce que ça vient nourrir pour toi, la course à pied? Ça vient nourrir l'envie de continuer pour savoir si je vais être capable de maintenir ce même regard-là par rapport à la simplicité, par rapport à la beauté de ce qu'on peut voir en courant, euh, par rapport aussi à mes limites, essayer parfois de les trouver. Ça vient finalement apporter tout un bel équilibre. Je ne sais pas comment bien répondre à la question, mais le plus simple que je pourrais répondre, en fait, ce serait de dire que ça vient nourrir mon envie que demain, j'aurai envie de courir encore ou envie de vivre encore ou envie de regarder finalement qu'est-ce qui se trouve autour de moi puis de trouver peut-être une certaine forme de beauté dans un chaos quotidien. Mhm. Je pense que c'est de le voir un peu comme une façon de se réfugier peut-être, mais pas toujours dans l'optique de s'en échapper. Là. Parfois, c'est juste de prendre un petit recul pour mieux revenir dans la vie. Puis de Ben, se dire, ben, après ça, je pourrais m'améliorer, je pourrais revenir à, à tout ce qui fait de moi ben, un petit être humain. mhm. Puis, ben, corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que j'entends de la pleine conscience. Ouais, je pense que oui. Puis je pense que je l'assume pas tout à fait. Ou de la Mais contemplation. Moi, quand je suis dans le bois, ouais, il y a vraiment ça qui est là, puis qui est présent là, de plus en plus. Là. ouais. Oui, mais c'est de dire j'apprécie vraiment ce que je suis en train de faire présentement. Puis c'est une grande chance de pouvoir le faire. Mhm. Puis je pense que je l'apprécie encore plus quand je suis capable d'aller saisir des détails, puis le mettre dans un contexte de création, puis de dire, ben, d'autres personnes ne l'auront pas perçu. Puis moi, ben, ça devient encore plus un privilège de dire que j'ai été capable de le percevoir. C'est pas Mhm. nécessairement mon objectif quand je cours, mais c'est vrai que ça revient tout le temps. Ça, je pense que je peux pas m'en échapper parce que je suis une personne qui aime écrire, qui aime consommer la littérature aussi. Donc, entre tout ça, ben, c'est sûr que la course à pied offre un grand moment de réflexion. Puis, je peux pas m'y échapper finalement quand je cours. Mhm. Je peux pas Oui, m'en puis échapper. c'est quelque chose que tu fais aussi, hein, des récits de course. Oui, je fais des récits de course. Je suis jamais satisfaite quand je les publie, mais je pense que ça fait partie de mon processus de dire, Mais, ben, mais qu'est-ce que tu veux dire que t'es pas satisfaite? ben, je les trouve pas assez littéraires ou à l'inverse, je les trouve peut-être parfois trop littéraires pour bien rendre compte de l'expérience. Fait que ça reste un récit de course avec ses codes, avec une certaine forme de linéarité. Je suis pas capable de dire, mais des récits qui sont très linéaires, qui disent, ben, il y avait tel événement pendant ces kilomètres-là, j'ai vu telle chose, ensuite, je me sentais Ouais. comme ça. Fait que c'est sûr que
Mais je d'un comprends point qu'est-ce de que tu veux dire vue. parce que le vivre puis lire une expérience, c'est deux choses, là. Exact. Fait que il y a toujours quelque chose qui est perdu, Ouais. mais je trouve ça important de garder une trace, par exemple. Puis je suis tellement contente d'avoir écrit mes récits de course parce qu'une fois de temps en temps, je replonge dedans, puis ça me ravive tous mes beaux souvenirs ou parfois mes moins bons souvenirs, mais ça me ravive finalement tout ce que j'ai conservé de la course puis tout ce que je souhaite conserver aussi. Fait à long terme, j'aimerais ça explorer un autre type de démarche, mais je me contente finalement de ces récits-là pour le moment. Puis, comme j'ai dit, même si je suis pas satisfaite, je suis extrêmement contente de les avoir quand même. Mais qu'est-ce que tu veux dire explorer un autre type de démarche curieux, là? Ben, peut-être essayer davantage la poésie ou essayer peut-être une forme qui serait un peu plus longue, qui pourrait s'intéresser aussi à tout le processus et pas uniquement à l'événement. OK, Parce OK. que l'événement est super important, mais j'en ai accumulé des expériences et des kilomètres avant de pouvoir vivre l'événement. C'est pas juste ça, la course. Donc, Ouais. le fameux coucher de soleil éphémère, ben, peut-être que je pourrais trouver un moyen de le faire perdurer lui aussi, puis de lui donner une plus grande valeur et pas juste le renvoyer au quotidien en disant, ben, je l'ai vu 1000 fois, puis ça va continuer 1000 autres fois. Puis moi, je suis curieux de savoir, l'idée d'écrire un livre, t'es jamais passé par la tête? Oui, elle est très présente. C'est la peur, le doute, le temps qui manque. Mais éventuellement, je tenterai de m'y mettre parce que il y a un grand rapport entre la discipline de la course et la discipline de l'écriture. Hmm. Oui, Donc, oui, oui, ça oui, oui. viendra assurément. Je me souhaite ça en tout cas. Euh, Même si c'est peut-être à plus petite échelle, pas nécessairement un livre pour être publié, mais un livre qui serait peut-être mon livre d'aventure, c'est sûr que c'est important. Mhm. Mais je comprends ce que tu dis parce que moi, je suis en train de. Je l'ai annoncé récemment dans un autre épisode, là, je suis en train de travailler sur un manuscrit, là. Puis Mhm. je garde le mot manuscrit parce que c'est pas, c'est encore loin d'un livre. Mais en me documentant puis en faisant mes recherches, puis je suis tombé sur quelque chose qui m'a flabbergasté, mais ça prend beaucoup de courage sortir un livre parce que c'est beaucoup de vulnérabilité, puis une fois que c'est là, ben ça existe, hein? Fait que c'est comme. Oui, tout à fait. Puis, je me permets de faire le parallèle avec la course en sentier, encore une fois. Euh, Quand on est bon sur les sentiers, on est juste des humains qui, qui tentent d'avancer. On revient à l'essentiel, on est très vulnérable, on peut pas se cacher. Ben, c'est la même chose avec l'œuvre finalement. Euh, on peut Mhm, pas contrôler en tant qu'auteur l'interprétation qui va en être faite. Il faut laisser aller. Il faut accepter les coquilles à l'édition. Il faut accepter les éléments qu'on aurait aimé voir évoluer différemment. Donc, je comprends 100% cette situation-là. Puis j'espère que ça va se concrétiser aussi, mais c'est une très grande tâche, autant dans mhm, l'écriture que dans la publication. mhm. Super. Puis, écoute, avant qu'on rentre dans nos conversations plus profondes, tu me parlais de UTFS 2025, hein? Tu l'aurais fait, je crois, l'an passé? Oui, ah, oui, Ça, il ça faisait s'est-tu très, mieux, très chaud. ça s'est-tu mieux passé la deuxième fois que la première fois? Ah, tellement, tellement. Ouais. Mais ça, je savais pas. Mais oui, en fait, à la base, je m'étais inscrite pour revivre cette expérience-là en espérant qu'elle soit meilleure. Puis elle a dépassé mes attentes. Euh, la journée était magnifique. Les gens étaient super sympathiques. Mes proches étaient présents, m'ont aidé. Puis à cette édition-là, on a traversé la rivière alors qu'à l'édition de 2023, ben, il y avait eu un changement de parcours dernière minute parce que
il y avait eu des inondations ou en tout cas beaucoup, beaucoup de pluie. Finalement, ce qui faisait peur au début, cette fameuse traversée de rivière-là, ben, ça devenait un oasis, ça devenait quelque chose qui était vraiment inespéré parce qu'il faisait tellement chaud. Mais les paysages, les couleurs étaient tellement vibrantes. Mes sensations aussi, je redécouvrais qu'est-ce que ça signifie de courir sur des jambes en forme. Je n'ai pas de mots finalement pour bien décrire mon expérience, mais oui, ça s'est super bien passé. Pour vrai de vrai, j'ai pas été malade, ou en tout cas très, très peu malade. J'ai bien mangé, je me suis bien hydratée aussi. Je pense qu'on peut jamais considérer une course comme parfaite, mais elle était presque parfaite. OK. OK, super ça. Puis est-ce qu'il y a eu des personnes marquantes aussi, cette édition-là? J'ai été un peu plus seule sur le parcours. Je dirais que la personne marquante, ça a été de revoir un bénévole barbu Ah oui, au oui, oui. sommet du Mont-Édouard. Parce que je suis arrivée à cet endroit-là, puis j'ai dit hey, je suis tellement contente d'être arrivée. Je me suis pas perdue enfin. Là. Il me reste juste à descendre. C'est presque terminé. Tout s'est bien passé. J'étais remplie d'émotions. Peut-être que j'ai pleuré. J'ai aucune idée. Puis là, il a sorti sa tête puis il a dit ah oui, je me souviens que tu t'étais perdue. On t'avait retrouvé finalement. Puis là, bravo, tu t'es pas perdue. Il te reste juste à festoyer. Puis c'est, je pense, l'élément le plus marquant. C'est sûr que sinon, j'ai eu des échanges sur le parcours. Puis un autre, c'était qu'on a pris un moment pour s'installer sur un banc à un point de vue pour prendre notre nutrition. Ce qui peut peut-être paraître un peu étrange là, de vraiment comme s'asseoir pour manger sa petite gaufrette. Mais le point de vue était tellement beau. Puis on a juste pris un petit instant pour dire qu'on était chanceux d'être là. Puis on a probablement fait de la pleine conscience. Puis ensuite, on a continué, puis on s'est pas reparlé, mais on a vécu ça ensemble. Puis c'était beau. OK, super. Puis, est-ce que tu as des courses de prévues pour cette année? Pour cette année, c'est pas vraiment ma décision, mais bon, la vie m'a envoyé ça. Fait que je vais participer aux 100 km de l'Ultra Trail Siam dans le coin d'Amqui, qui est le 27 juin. Donc, ça approche à grands pas. Sinon, ben, je vais reparticiper à Arcana 125 le 11 septembre. Puis cette fois-ci, ben, je vais être plus en santé. Je vais plus apprécier mon expérience. Puis plus en profiter aussi. Mhm. C'est ça mes objectifs, mes courses de cette année. Cool, super ça. Puis, est-ce qu'il y a des courses auxquelles tu n'as pas participé que tu voudrais absolument faire sur ta bucket list? Ah, oui, oui. Je dirais là, qu'au sommet de cette liste-là, c'était l'Ultra Trail des Chic-Chocs 170. Mhm. C'est sûr que je suis intéressée à compléter les courses à l'étranger, euh, mais pour l'instant, j'aime beaucoup profiter du territoire québécois. J'aime beaucoup le voir autrement. Puis le 170 des Chic-Chocs, ben, je pense que j'en rêvais avant même de savoir que ça existait. OK. Mais il va falloir que je passe par-dessus mon doute à un moment donné à savoir si je suis capable de me préparer pour une course comme ça, puis que je me lance, puis que je vive l'expérience à ce moment-là. OK. Ouais. C'est. je- ouais. Si je pouvais, je sais pas, me téléporter, c'est pas le bon mot, là, mais si je pouvais me déposer dans une période de ma vie où je suis 100% sûre de pouvoir apprécier mon expérience, je, je clique vite, 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 je veux aller faire ça, puis tout voir, tout profiter de ce parcours-là et des Mhm. difficultés qu'elle représente. Super ça.
Fait que, ben écoute, je vais te souhaiter une bonne saison 2026. Ben, merci à toi aussi. Yes, merci. Puis, ben, merci pour ces beaux partages-là. C'est vraiment super, super discussion. Ça fait plaisir. Merci pour les questions puis pour le temps aussi. Ça fait plaisir. Merci à toi.